check the mic and make sure it sound right, boys. Bonjour et bienvenue sur Sporter. Aujourd'hui, je vous présente un tout nouveau format nommé Schistera. L'objectif est d'adapter le concept de remontada au rugby. Pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à un monument du rugby, le Stade Toulousain. Un chiffre d'ailleurs, un chiffre et là, titre déjà ramené à Toulouse. Le Stade Toulousain était un club mythique créé en 1907. Le club détient aujourd'hui 23 titres de champion de France et 6 titres de Coupe d'Europe. Là, faudrait que tu te dépêches, parce que tout le monde en regagne une là. Ah bah voilà, tu vois, 7 Coupes d'Europe. Enfin, 24 championnats de France. C'est cassé ce truc. Bon, on va se dépêcher alors. Non mais c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'ils font de tous les trophées. Oui bonjour, j'ai un bouclier pour Monsieur Lacroix, où est-ce que je le mets? Oh, encore? Oh là là. Bonjour, j'ai une Coupe d'Europe pour Monsieur Lacroix, le Stade Toulousain, c'est bien ici? Ah non, mais celle-là on les prend plus, hein. Donnez-les à Clermont-Ferrand, c'est bon. Plus sérieusement, pour comprendre le succès du club, il est important de revenir à ses origines. Charles Scaler, dans son livre sur le Stade Toulousain, insiste sur le fait que le club est un des rares à faire partie du passé même lointain, du présent et du futur au vu de son académie. À l'origine, le rugby est une forme de football pratiquée dans l'université de rugby en Angleterre. Il arrive en France en 1872 avec la création du premier club. Mauves-Marsan, Perpignan, Vannes, Bourgoin-Jallieu. Et non, c'est le Havre Athletic Club. Ok. Le rugby se concentre au départ en France, dans le Nord, si bien qu'en 1892, lors du premier championnat de France à 14, 12 des clubs sont parisiens. À Toulouse, le rugby commence à émerger à cette époque-là, si bien que les étudiants décident de créer leur premier club en 1897. Il est nommé le Stade Olympien des étudiants toulousains. Le rugby se développe, mais en 1899, une partie des étudiants décident de fonder leur propre club sous le nom de l'Union Sportive de l'École Vétérinaire. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh! Il nous casse les couilles là! Et un troisième club est créé la même année sous le nom de Sport Athlétique Toulousain. À l'époque, on peut se demander si un sport si peu développé a réellement besoin de 3 clubs dans une seule ville, si grande soit-elle. Tu m'emmerdes avec ta question. Elle est tordue. Ça te va comme ça? Plus tard, ça va se confirmer, car les 2 clubs que j'ai précédemment cités vont être obligés de fusionner en 1905 pour ne pas être marginalisé par rapport au Souhait. Car le Souhait atteint la finale des championnats de France et accueille 5000 spectateurs pour celle-ci. En 1907, les 3 clubs finissent par fusionner. Et le nouveau club s'appellera le Stade Olympien et Vétosport Toulousain. Les gars, on n'a pas plus court comme nom là? Merci. Et le club s'appellera le Stade Toulousain. Et c'est comme ça que l'histoire du club débute. C'est peut-être un peu trop fait là, non? Non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Bienvenue dans ce point mode. C'est vrai qu'avec la fusion de 3 clubs avec des couleurs différentes, on aurait pu s'attendre à de l'art contemporain au niveau du maillot. Yes, le SAT arbore les couleurs du jaune et du noir, le club du Veto joue en gris et noir, et le Souhait joue en rouge. Ça aurait pu donner ça. Au final, à la fusion des clubs, ce sont le rouge et le noir qui vont être conservés, surtout le rouge à la base qui fait référence au Capitoul qui représente une forme de démocratie au sein de la ville toulousaine au XIVe siècle. Si la couleur rouge et noir reste la référence des maillots, les maillots blancs émergent en 1920. Sur le maillot 2023-2024 qui s'affiche ici, on peut même apercevoir des petites traces de jaune. On peut se demander si ce n'est pas un petit clin d'œil au SAT de l'époque. Ah non, c'est juste parce que c'est stylé. Franchement, non, on s'en fout. Ah, vous voulez que je monte? C'est mieux pour le documentaire? Ah bah si, du coup, si c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est pour ça qu'on a fait ça. On parlait de quoi déjà? La seule année où les Toulousains se sont séparés de leur couleur rouge et noir pour jouer à domicile est l'année 2007 où ils ont choisi de jouer en rose pour célébrer les 100 ans du club. Ah, les copieurs! Quelle bande d'enfoirés! En 1950, le président Lucien Césaire a l'idée d'utiliser un autre symbole de la ville, Saint Thomas d'Aquin, un personnage emblématique de la ville. Coup de chance incroyable, ses initiales sont les mêmes.
le club n'a plus qu'à reprendre le graphisme présent sur plusieurs monuments de la ville et à le mettre sur son logo. En faisant cela, il lie encore plus le club à la ville. Enfin, pour punir ce point mode, le premier sponsor arrive lors de la première Coupe d'Europe avec Peugeot, qui sponsorise le club depuis 1996. À la création du club en 1907, le Stade Toulousain va bénéficier de nombreux parrains, dont un certain Ernest Vallon. Avec des associés, il crée l'association des Amis du Stade Toulousain. Cette même association construit le stade des Ponts-Jumeaux. Le club ne le quittera plus jusqu'en 1980, avant de rejoindre le stade actuel Ernest Vallon. Au début de son histoire, le Stade Toulousain doit absolument se mettre au niveau. Et pour cela, ils invitent les plus grandes équipes européennes. En 1908, ils reçoivent l'équipe du Leicester et les battent 23-2. Et ça n'a pas vraiment changé. Ils reçoivent plus tard dans l'année la sélection de Paris, qu'ils battent 21-18. Et ça n'a pas vraiment changé non plus. En 1909, les efforts sont payants car le Stade Toulousain atteint la finale du championnat de France, qui perd face au Stade Bordelais 17-0. Ah, ça a un peu changé ça. Pour accéder aux phases finales du championnat de France, il faut d'abord passer par une étape régionale. Et le Stade Toulousain se montre incapable de battre Tarbes et de sortir de sa poule. Sauf que l'ambiance est catastrophique en tribune et sur le terrain. De blanche, bouffe, marron, étranglement. Je veux que ce soit la fête à deux. Ils vont se rappeler de leur petite réception à la sauteuse. Et on respecte les décisions de l'arbitre. La Ligue décide donc d'interdire pour la saison 1911-1912 aux Tarbais de disputer des rencontres à domicile. Et c'est comme ça que le Stade Toulousain va pouvoir se qualifier pour les phases nationales. Il triomphera ensuite du FC Lyon et du Racing Club de France pour se retrouver en finale face au SBUC. Cette finale se dispute à domicile au stade des Ponts-Jumeaux et les Toulousains sont dominés dans le premier acte à cause d'un joueur du SBUC nommé Géo André qui inscrit 2 essais. L'été même, cet homme-là, il va disputer 6 épreuves olympiques. 6 épreuves olympiques, c'est pas comme Dupont qu'on a fait qu'une. En deuxième mi-temps, les Toulousains passent devant grâce à 2 essais de Dutour et de Jogueri pour remporter leur premier championnat de France en cette année 1912. L'équipe toulousaine, n'ayant perdu aucun match cette saison, se fait nommer la Vierge Rouge. Je trouve que le nom fait quand même un petit peu film d'horreur. La période qui va suivre est beaucoup moins amusante puisque la France entre dans la Première Guerre mondiale. Le rugby est mis en pause, mais pas tout à fait parce qu'il y a quand même une Coupe de l'Espérance qui est organisée entre les différents clubs de France et le Stade Toulousain va en remporter une en 1916. Ce titre anecdotique n'enlève rien au côté dramatique de la guerre 14-18, durant lequel le Stade Toulousain ne sera pas épargné et perd 80 hommes. Certains joueurs vont tout de même pouvoir reprendre le rugby malgré leurs blessures. L'un des exemples le plus marquants est Marcel Frédéric Lubin-Lebrère, qui blessé de 8 balles sera 3 fois champion de France et ira même avec la sélection française chercher la première victoire à l'extérieur en Irlande en 1920. Toulouse reprend très fort en après-guerre et essaye de faire passer le cauchemar avec 3 titres en 3 saisons. Il s'impose contre l'Aviron Bayonnais en 1922 et en 1923, puis contre l'USAP en 1924. C'est relou tous ces clubs qui prennent tous les trophées là. Et c'est pas fini. En 1926, le Stade Toulousain remporte à nouveau un titre face à l'USAP. En 1927, face au Racing Club de France en finale, le Stade Toulousain voit son pack d'avant réduit à 6 à cause d'une blessure et d'un carton rouge. Les Toulousains s'imposent quand même et remportent leur 6e titre. Après ce titre, c'est la fin d'une époque pour le Stade Toulousain. Le rugby tombe dans un excès de violence abominable. Suite au match France-Pays de Galles en 1930, les Français se font sortir du tournoi des 5 nations pour jeu trop brutal. Quand on voit la violence du rugby de l'époque, on se dit quand même qu'ils ont dû aller très très fort. Avec ceinture, ça va fort. Très fort. La fédération tente de gérer le problème en mettant en place des sanctions. Chaque joueur qui se verra expulsé à cause d'une bagarre prendra un match de suspension. S'il récidive, il prendra 4 matchs de suspension. Et si un 3e incident survient, il prendra 2 ans de suspension. Tu dégages. Sinon je t'en colle une. Jamais vu un mec comme toi. Le Stade français, la section paloise et le Stade toulousain décident de s'élever contre ces décisions, mais aussi contre l'intérêt matériel du rugby que tente de mettre en place la fédération. En effet, à l'époque, la fédération tente d'aller vers ce qu'on ne peut pas encore appeler du professionnalisme, mais vers une certaine rationalisation du sport. Face à cela, les 3 clubs que j'ai cités sont rejoints par une dizaine de clubs et fondent l'Union française du rugby amateur, avec laquelle ils disputent leur propre championnat. Le Stade toulousain va remporter en 1931 et en 1932 ce tournoi improbable.
improvisé. Afin de réunir tout le monde, la fédération crée le challenge Yves du Manoir pour la saison 1933-1934 et le Stade Toulousain sera consacré pour la première édition avec Toulon suite à un match nul. Durant la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle Coupe de l'Espérance est organisée et le Stade Toulousain va la remporter en 1940. 10 stadistes seront tués durant cette guerre et rejoignent donc le mémorial des 80 morts de la Première Guerre mondiale, auquel s'ajoutera aussi le nom d'une victime de la guerre d'Algérie. Ce mémorial est toujours présent aux abords du stade d'Arès-Vallon. Suite à la Seconde Guerre mondiale, les Toulousains vont bien rentamer le championnat puisqu'ils sont champions de France en 1947 en réitérant l'exploit d'être invaincus sur une saison. Leur équipe sera surnommée l'équipe des Bouchers. Alors pourquoi encore un nom de film d'horreur ? Et bien c'est tout simplement parce que 3 joueurs de l'équipe, Cucurou, Escaf et Picou, occupaient la profession et fournissaient leurs coéquipiers dans cette période de rationnement. C'est aussi une période de concurrence avec le Toulouse Olympique. Mais d'où sortent-ils ? Eh bien, c'est un ancien club de rugby à 13 dont la pratique a été interdite par le maréchal Pétain en 1941. Le club trésiste a donc été obligé de se reconvertir dans le 15 et va réussir à gagner une Coupe de France en 1944 et à atteindre la demi-finale du championnat de France. Le Stade Toulousain remet donc les pendules à l'heure avec ce titre de 1947 et le Toulouse Olympique va très vite retourner au 13. Suite à ce titre, le Stade Toulousain va plonger dans ce qui est certainement la pire période de son histoire. En effet, ils n'arrivent plus à gagner aucun titre, ils ont du mal à atteindre les demi-finales, puis les quarts de finale, puis les huitièmes, et ainsi de suite. Ils souffrent de la concurrence avec le rugby à 13 qui est en plein essor en France, puisque les 13istes font une finale de Coupe du Monde. Le rugby à 15 français, lui, de son côté, plonge encore une fois dans une extrême violence. Je deviens fou, moi, ici. Ta violence. Il y a également la dénonciation de l'amateurisme marron. Qu'est-ce que l'amateurisme marron ? C'est un amateurisme qui est faux, c'est-à-dire qu'on rémunère les joueurs sans les considérer comme professionnels, donc on les rémunère avec, entre guillemets, des moyens illégaux ou des moyens parallèles. Cet amateurisme est donc condamné et ça n'épargne pas le Stade Toulousain. Le Stade voit de nombreux présidents se succéder les uns après les autres, sans succès. La seule éclaircie reste la qualité du centre de formation sur laquelle le Stade Toulousain a toujours pu s'appuyer. Les équipes de jeunes performent encore durant cette période qui durera jusqu'en 1968. C'est sur cette fin de phase négative du Stade Toulousain que je vous laisse aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à commenter ce que vous avez apprécié et ce que je pourrais améliorer. Je rappelle que Sporter est une association, un média sportif collaboratif. Vous pouvez aussi réaliser vos vidéos. Nous les posterons sur nos plateformes. À bientôt sur Sporter.